Il y a de nouveaux reportages de CNN sur l'armée que nous voulons vous apporter. Il s'agit des unités de défense aérienne de l'armée américaine. Ils sont parmi les plus surmenés de l'armée. Ils ont été mis à rude épreuve par les menaces mondiales. Les unités critiques de défense de l'armée sont chargées de fournir une dissuasion 24 heures sur 24 contre les plus grands adversaires de notre pays. Ale Britsk, productrice de CNN National Security, nous rejoint maintenant depuis Washington avec plus. Ale, dis-nous ce que tu as découvert et ce que t'entends des gens à l'intérieur des forces armées. Ouais. Donc Boris, comme vous l'avez dit, la branche de défense aérienne de l'armée est l'une des branches les plus déployées du service, sinon la plus déployée, comme le disent les hauts dirigeants, vous savez qu'ils se sont déployés dans le Pacifique, au Moyen-Orient et en Europe. Bien sûr, comme nous les voyons échanger des Ukrainiens pour assurer leur propre défense aérienne contre l'invasion de la Russie et ce sont des missions d'une importance cruciale. Mais ils ont un impact sur les soldats. Les dirigeants disent qu'ils constatent une augmentation du nombre de soldats de la défense aérienne à la recherche d'une santé comportementale, ce qui signifie essayer d'obtenir un soutien en santé mentale en poste. Et ils sont aussi, vous savez, préoccupés par l'usure que ces déploiements ont sur les familles. Et tandis que la nature imprévisible de ces déploiements. Les dirigeants travaillent donc dur pour atténuer une partie de cette pression, sur les soldats. Parce que ces demandes dans le monde entier ne font qu'augmenter et ne feront qu'augmenter au cours des prochaines années. Et dans certaines régions, cette menace est particulièrement imminente. Où sont ces régions où ces unités ressentent la pression la plus forte? Ainsi, l'Indo-Pacifique et l'Europe sont là où nous constatons une pression majeure sur ces unités en ce moment. Dans l'Indo-Pacifique, ces soldats doivent non seulement faire face à une longue liste d'exigences opérationnelles, mais également à des exercices d'entraînement avec des alliés et partenaires étrangers dans la région. Et compte tenu de la vaste étendue de l'Indo-Pacifique, ils prennent plusieurs jours loin de leur famille juste pour voyager, sans parler de faire les exercices eux-mêmes. Et puis, bien sûr, nous avons les soldats en Europe qui entraînent maintenant les Ukrainiens sur leur propre système de défense aérienne fourni par les États-Unis et leurs alliés. Et donc nous, vous savez, j'ai parlé avec un Américain, soldat qui a aidé à diriger l'entraînement des Patriotes pour les Ukrainiens, qui a déclaré que c'était l'une des journées d'entraînement les plus exténuantes qu'il ait eues. Compte tenu de leur intensité, sachant ce qui est en jeu ici et espérant donner à ces Ukrainiens toutes les chances possibles et leur donner tous les outils de leur boîte à outils en matière de défense aérienne? Et comment les chefs militaires essaient-ils de résoudre le problème maintenant? Oui, donc plusieurs lignes d'effort ici, Boris, par l'armée. Nous avons une assez grosse prime d'enrôlement. L'armée offre maintenant pour certains emplois de défense aérienne, un peu plus de 47 000 $ et espère remplir certaines de ces nouvelles unités de défense aérienne et elles se tiendront au cours des prochaines années. Ils intègrent également des spécialistes de la santé mentale dans les brigades afin de donner à ces soldats quelqu'un à qui parler s'ils en ont besoin. Réduire l'engagement au Moyen-Orient, passer de 5 bataillons déployés dans cette région à 2 bataillons maintenant parce que les partenaires le sont. Pour fournir en quelque sorte leur propre défense aérienne et ensuite simplement encourager les dirigeants à accroître leur communication avec les familles, atténuer une partie de cette pression et de cette imprévisibilité. Donc, les chefs de l'eau travaillent vraiment en arrière-plan ici pour essayer de prendre soin de leurs soldats tout en répondant aux exigences croissantes de la mission. Et je suis maintenant rejoint par un analyste militaire de CNN et un retraité américain. Le général commandant de l'armée Mark Hurtling pour sa réaction à cette histoire. Maintenant, général, que pensez-vous des inquiétudes de l'armée face à cet épuisement endémique parmi ces unités de défense antimissiles? Je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours été un problème. Paula, ce n'est pas nouveau. Les reportages de Ale sont très bons, mais c'est un problème qui existe depuis des décennies. Cela a à voir avec le type d'équipement dont nous parlons. La défense aérienne se divise en 3 catégories, hommes, portables. Ceux qui sont tirés depuis l'épaule d'un soldat comme le missile Stinger, quelque chose qu'ils appellent MAD à basse altitude, qui est l'équipement à basse altitude comme le Gepard ou le The Avengers que nous voyons en Ukraine de temps en temps. Il y a le haut que l'équipement à haute altitude qui abat les missiles de croisière, les missiles balistiques et les avions volants à haute altitude. C'est la zone de folie où il y a les problèmes, les soi-disant systèmes patriotes et il est très facile pour le public de dire « Envoyons simplement les patriotes ici, envoyons-les là-bas ». Mais ils sont très peu de ces équipements. On les appelle des pièces d'équipement à forte demande et à faible densité. Il y a plusieurs domaines dans l'armée qui sont comme ça et patriotes et le système numéro 1 qui est comme ça et c'est parce que numéro 1, il coûte tellement cher. DS2, il faut tellement de temps pour former des soldats dessus et DS3, ils ont des exigences défensives dans diverses parties du monde,
comme allait l'a mentionné, en Corée, à Taïwan, au Moyen-Orient. Et nous avons également soutenu nos alliés et partenaires avec certains de ces systèmes. Je veux vous lire quelque chose que le commandant du commandement de la défense aérienne et antimissile de la 10e armée a dit dans la citation d'Europe. Malheureusement, les affaires sont bonnes pour la défense aérienne bien sûr. C'est très évident lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Alors pensez-vous que cet épuisement pourrait avoir un impact ou même menacer les efforts des États-Unis en Ukraine? Oh certainement le pourrait et le 10e commandement de la défense aérienne et antimissile en Europe était l'une des unités que j'ai commandées en Europe. Il y avait un bataillon de patriotes, une unité qui compte 3 batteries de patriotes. Nous avons donné une de ces batteries à l'Ukraine. Il n'y a donc plus que 2 batteries avec environ 90 soldats chacune. Et ce qui se passe, c'est quand vous donnez ces pièces d'équipement ou quand vous les envoyez à des alliés, les soldats qui restent le font encore. Une mission très viable est obligée de prendre le relais. C'est comme prendre une organisation entière, la couper d'un tiers et dire ensuite, continuez à faire la mission qu'on vous a demandé de faire. C'est ce qui se passe. Ainsi, le 10e AMC en Europe n'est qu'un parmi plusieurs qui sont comme ça. Et oui, le travail c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la prochaine question que je suis sûr que vous allez poser est, eh bien, pourquoi l'armée n'en a-t-elle pas fait plus? Parce qu'ils sont extrêmement chers et qu'il y a un budget. Cela a à voir non seulement avec les systèmes, mais aussi avec les missiles qu'ils tirent. Assez juste. Maintenant, en parlant de l'Ukraine, cependant, le vice-ministre de la Défense du pays vient d'annoncer que les forces russes ont fait des avancées dans l'est de l'Ukraine. Quelle est l'importance de cela? Eh bien, tout ce que j'entends, Paul, c'est le fait que les forces ukrainiennes contrecarrent en fait ces avancées russes dans la partie orientale du Donbass. Et dans le même temps, les forces ukrainiennes poursuivent également leurs efforts dans la partie sud-est du pays, cette région et son fils. Ainsi, toutes les lignes de front, ces 600 000 ou 600 km de lignes de front du nord, jusqu'au sud-est, sont couvertes. L'Ukraine progresse dans bon nombre d'entre eux. La Russie en profite et tente de regagner du terrain, mais chaque lecture que j'entends de mes homologues ukrainiens est qu'ils ne réussissent pas très bien à le faire. Dans la nuit également, la Russie a lancé une attaque aérienne sur la capitale Kiev. L'administration militaire de la ville affirme que la Russie a utilisé des drones de fabrication iranienne. Les défenses aériennes de Kiev ont détruit tous les drones selon les dirigeants de la ville. Mais plusieurs maisons ont été endommagées par la chute de débris. Le résident a été blessé. Est-ce une menace croissante pour l'Ukraine? Je veux dire la Russie qui utilise ces drones iraniens? C'est une menace depuis 6 mois. La combinaison de drones, qui sont relativement bon marché, est envoyée en premier. Cela draine donc certains des équipements de défense aérienne dont nous venons de parler. Et puis ils envoient, les Russes enverront ensuite les plus gros missiles après avoir pensé qu'ils ont épuisé leurs armes contre les drones. Vous allez donc voir cette tactique combinée consistant à tirer des drones en fait très bon marché contre des villes qui ont de gros explosifs. Le pouvoir de drainer la défense aérienne ukrainienne, puis suivi par des missiles beaucoup plus gros et cela fait partie du problème de défense aérienne dont nous parlions plus tôt. La quantité d'armes utilisées pour contrer cette menace aérienne par la Russie est juste hors du tableau. Nous n'avons jamais vu autant de drones, autant de missiles de calibre feu tirés en même temps. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Ukraine abat la plupart d'entre eux. Ils ont érigé une barrière de protection ou un mur. Si vous voulez, c'est très difficile à faire et ils ont plus de succès que des pays comme Israël qui utilisent le dôme de fer. En fait, ils protègent très bien leur peuple avec l'équipement que l'Occident leur a donné. Mais encore une fois, nous revenons au problème des équipements à faible densité et à forte demande utilisés en Ukraine qui ont été achetés honnêtement pour notre sécurité, pour la sécurité des États-Unis. Le général Mark Hurtling. Merci. Au plaisir, Paul. Merci.